Alors donc, Aubin, je crois que nous avons déjà fait la trentaine de minutes de cette émission. On va passer au public. Je rappelle que vous pouvez participer à cette émission en nous appelant tout simplement au 25 31 83 ou 83 53 ou poster vos questions sur www.prisimet.bf. Alors, on va passer donc aux questions sur ce plateau. Il y a notamment M. Arnaud Samplébéré sur la question donc, des dossiers pendant. Je suis, tu as une question. Je remercie Monsieur le ministre pour la clarté de l'exposé. Moi, ma question est relative au dossier de magistrats qui serait en instruction actuellement. Nous avons suivi avec attention les différentes réformes du secteur judiciaire et nous les avons accueillies avec grande satisfaction. Parce que, quoi qu'on dise, le pouvoir judiciaire mérite un certain nombre de réformes qui, du reste, sont contenues dans le projet du président de la République. Maintenant, ce que nous voulons savoir, parce que, quoi qu'on dise, lorsqu'on revendique un certain nombre de droits, ces droits doivent avoir pour contrepartie un certain nombre de devoirs. On a tantôt parlé des dossiers de corruption. Nous voulons savoir, avec la déconnexion qui est intervenue entre l'exécutif et le judiciaire, qu'est-ce qui peut être fait? Quel peut être le rôle du ministère de la Justice si on se rend compte à un certain moment donné que le milieu judiciaire, qui est devenu, entre guillemets, son propre patron, n'instruit pas, comme il se doit, les dossiers qui mettent en cause des magistrats? Monsieur le ministre. Merci, maître, pour la question très pertinente. C'est vrai que le pacte pour le renouveau de la justice, qui a bien évidemment est venu compléter ou renforcer la politique nationale de justice, met un accent sur la lutte contre la corruption. Et ce pacte ne contient pas que des droits. Comme il a dit, il y a des devoirs. Et dans les réformes que nous sommes en train de faire, nous allons vraiment renforcer ces questions-là, notamment les questions de délai pour rédiger les décisions et autres, parce que ça ne sert pas de rendre une décision et de ne pas la rédiger. Maintenant, sur la question de la corruption, c'est vrai qu'aujourd'hui, le pouvoir judiciaire, j'allais dire, est plus ou moins son propre maître, parce que le Conseil supérieur de la magistrature qui siège en matière de conseil de discipline est uniquement composé que des magistrats. Mais à travers l'inspection des services, parce que le statut est clair là-dessus, lorsque le ministre est saisi, il est obligé de saisir l'inspection des services judiciaires. Et l'inspection des services judiciaires est un service qui relève de la tutelle du ministre de la Justice. Donc, même s'il y a blocage au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, nous pourrons, à travers le Conseil faire l'inspection des services judiciaires, mener nos enquêtes. Mais la difficulté, je suis d'accord avec vous, c'est que l'inspection des services judiciaires ne peut que mener des enquêtes. Le ministre ne peut que transmettre, il n'a pas un pouvoir de décision. C'est pour cela qu'il est nécessaire, à mon avis, que tout en concédant, en laissant cette déconnexion, en la renforçant même, il est normal, il serait nécessaire que la Constitution, la révision de la Constitution, la relecture de la Constitution en cours, puisse voir comment le Conseil supérieur de la magistrature ne puisse pas être composé uniquement que des magistrats. Parce que quoi qu'on dise, il peut y avoir des gens de bonne volonté, mais à partir du moment où c'est des magistrats uniquement, il peut y avoir l'esprit corporatiste. Et donc, personnellement, j'appelle de tous mes vœux, parce que dans les réformes qui vont venir, il faut renforcer l'indépendance de la justice, mais il faut que dans le Conseil supérieur de la magistrature, il y ait des personnes non magistrats qui puissent faire souvent la contrebalance. Bien sûr, pas le retour du président du Faso, du ministre de la Justice. Il peut y avoir, par exemple, un représentant du barreau, dans d'autres pays, il y en a. Il peut y avoir d'autres représentants de la société civile, etc., qui font qu'en réalité, lorsque le CSM statuera, il ne statue pas seulement encore recroquevillé sur lui-même. En tout cas, c'est un vœu. Mais pour le moment, il faut reconnaître que les réformes telles qu'elles exigent font pratiquement du ministre de la Justice une reine d'Angleterre en ce qui concerne la gestion des tribunaux. Alors, en attendant les questions des téléspectateurs, nous allons passer la parole à M. Marcelin Garba, qui a aussi une question pour vous, Monsieur le ministre. Merci, monsieur. Et à l'occasion de la commémoration de l'an de l'insurrection populaire des 30 et 31 2014, le chef de l'État, en s'adressant à ses concitoyens, a dit ceci: c'est sous le triptyque de vérité, justice et réconciliation que nous allons penser nos plaies et nos blessures pour parvenir à la réconciliation nationale. Quel est l'avis de monsieur le ministre de la Justice sur la volonté du chef de l'État
Bien sûr que votre département sera beaucoup mis à contribution pour pouvoir atteindre ce résultat-là. Et par la suite, les mesures, voire les actions que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir relever ces défis. Alors, vous imaginez bien que la position du chef de l'État, c'est la position du gouvernement. Il n'est pas, à mon avis, ce ne serait pas normal qu'on saute l'étape de la justice. La réconciliation ne peut pas se faire au détriment de la justice. La justice doit être une étape nécessaire pour aller vers la réconciliation. Parce que vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un si vous ne savez pas ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Et donc, le triptyque justice, vérité, justice, réconciliation, c'est une nécessité. Maintenant, qu'est-ce qu'au niveau du ministère de la Justice on fait? Je crois que notre part, c'est rendre la justice, qui va permettre aux structures maintenant habilitées d'aller vers la réconciliation. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Jusque-là, les Burkinabés n'ont pas cette impression que le gouvernement véritablement veut aller dans ce sens. Vous l'avez pu le constater à l'occasion de ce deuxième anniversaire. Les critiques sont notamment dirigées vers l'exécutif, comme si il appartenait effectivement à l'exécutif de montrer patte blanche par rapport à cette question, cette triptyque vérité, justice et réconciliation. Non, c'est ça peut-être le paradoxe, même si je comprends effectivement qu'ayant perdu un être ou ayant quelqu'un qui est blessé, on peut être pressé d'avoir justice. Mais il nous faut prendre toutes les garanties nécessaires pour que lorsque nous allons aboutir à des décisions, elles ne puissent pas être remises en cause. Vous avez vu ce qui s'est passé sous la Révolution, où les gens ont été jugés, condamnés, mais l'État a dû payer des dommages et intérêts par la suite. Donc, c'est vrai, et la logique aurait voulu que ce ne soit pas le gouvernement qui soit interpellé, puisque, à l'issue de l'insurrection, le peuple a exigé qu'il y ait l'indépendance de la justice, ce qui a été fait, mais on comprend parce que c'est le gouvernement, à travers le président du Faso qui a été élu, donc les citoyens qui l'ont élu, c'est à lui qui demande des comptes, ça on peut le comprendre. Mais je peux rassurer nos concitoyens qu'au niveau du gouvernement, nous-mêmes nous sommes pressés qu'on aille vers le jugement de ces dossiers. Parce que nous avons besoin de cette étape pour aller vers la réconciliation, afin que tous les enfants du Burkina Faso puissent travailler main dans la main. Or, sans cette réconciliation, il est difficile peut-être qu'on ait l'accompagnement de tous les citoyens. Or, nous ne voulons pas aller à cette réconciliation en sautant l'étape de la justice. Donc, s'il y a une entité qui est très pressée pour qu'il y ait jugement, c'est bien le gouvernement actuel. Autre question sur ce plateau, c'est avec M. Sylvestre Thiemtouré, qui a une question, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. Nous sommes d'avis avec vous qu'il faut aller vers la justice, mais comme vous le savez, pour qu'il y ait justice, il faut vérité. Et cela fait 2 ans que les familles des victimes attendent toujours. Vous-même, vous avez été un rescapé du coup d'État manqué. Alors, qu'est-ce qui est fait au niveau de votre département aujourd'hui pour que nous puissions accélérer cet accès à la justice? Ok, merci M. Thiemtouré. Non, vous savez, au niveau du ministère de la Justice, bien évidemment, nous ne pouvons que créer les conditions, bien évidemment, d'accélération des procédures en mettant les moyens à la disposition des juridictions. Et nous sommes en train de travailler ça. Je vous ai dit que nous sommes arrivés, nous avons essayé de revoir certains textes. Même la commission d'enquête indépendante, il a fallu que nous revoyions les textes pour pouvoir accélérer le travail. Et la commission d'enquête a travaillé. Bien évidemment, il n'avait pas de budget au départ. Nous nous sommes battus. Et notre collègue de l'économie, des finances et du développement a accepté donner les moyens pour que la commission d'enquête travaille. Déjà, ça, il faut mettre ça à l'acte du gouvernement qui a accepté continuer le travail que la transition avait fait en débloquant les moyens, en revoyant les textes. Deuxièmement, nous sommes en train de préparer des textes. Peut-être que ça ne va pas concerner les procédures actuelles, mais il faut réformer notre système judiciaire pour le rendre fluide. Et nous sommes en train également, il y a des formations qui sont faites et tout. Au jour d'aujourd'hui, on a confié les dossiers de l'instruction à 3 cabinets qui vont consacrer le plus grand de leur temps à ces dossiers-là, ce qui va permettre d'aller plus vite. Mais encore une fois, j'interpelle les citoyens, ceux qui ont des informations, des témoignages à apporter, peuvent le faire et nous sommes prêts. Et ça, c'est notre devoir en tant qu'autorité, prendre les mesures pour les protéger, assurer, garantir leur sécurité. Peut-être qu'il faut que même les victimes parlent. C'est ça. Parce que le juge, tant qu'il n'a pas des faits suffisamment probants, il lui est difficile de pouvoir... On peut aboutir à un jugement qui va être des acquittements. Est-ce que ce que les gens veulent? Donc, je le répète, chez le juge, il n'y a pas d'évidence. On entend souvent les gens dire, oui, on sait qui a fait ça, etc. C'est vrai, c'est un sentiment humain. Mais le juge est obligé, même vous,
si vous êtes en train de commettre un fait, il ne peut pas sur cette base-là vous envoyer directement en prison. Vous êtes à côté d'un avocat, il faudra bien qu'il assure, il est capable de vous défendre et de dire si vous l'avez fait à telle ou telle chose. Donc c'est pour ça que ces garanties qui sont en train d'être prises là, ce n'est pas vraiment une façon de noyer les dossiers. Mais au niveau du ministère, chaque fois qu'un problème est posé, nous essayons de le résoudre. Et je vous garantis que chaque jour que le bon Dieu fait, nous interpellons bien évidemment les procureurs généraux avec qui nous pouvons parler au moins, parce que le ministre ne peut pas s'adresser à un juge, mais nous les interpellons pour les amener à accélérer. Malheureusement, le ministre de la Justice, contrairement peut-être aux autres ministres, qui peut donner des instructions à leurs directeurs généraux, à leurs directeurs régionaux, le ministre de la Justice ne peut pas donner des instructions à un juge ou à un procureur même directement pour aller dans tel ou tel sens. C'est peut-être ça la difficulté. Alors, mais c'est une bonne chose parce qu'il le faut pour que l'état de droit soit une réalité. Alors, on va accélérer parce qu'il y a plusieurs personnes qui patientent au bout du téléphone. Il y a par exemple M. Amidou Ganou qui appelle de Ouagadougou. Nous allons écouter sa question ensemble. Ganou Amidou, je suis à Ouaga. La question était que, comme on appelle plus le nom de Salif Diallo est cité dans beaucoup de choses, est-ce que la justice peut aussi intervenir dans ce que les gens disent selon le lever de son immunité parlementaire? Merci. Alors, vous savez, l'immunité parlementaire qui peut permettre, la levée de l'immunité parlementaire qui peut permettre de juger un député, on ne lève pas l'immunité parlementaire de quelqu'un parce que les gens le veulent. Il l'a dit, le nom du président de l'Assemblée est cité dans les affaires, mais à ma connaissance, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale n'a pas encore poursuivi devant nos juridictions. Il n'y a aucune poursuite contre le président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il ne suffit pas que des gens veuillent pour qu'une immunité parlementaire soit levée. En tout cas, je peux garantir au citoyen qui a posé la question que si M. Ganou, que si il y avait des faits contre le président de l'Assemblée, qu'il est poursuivi et que la justice demande la levée de son immunité parlementaire, nous transmettrons le dossier à l'Assemblée. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune poursuite contre le président de l'Assemblée nationale. Alors, donc, Aubin, pour une question sur le plateau, peut-être, avec Alphonse Gandema, qui a une question pour vous, monsieur le ministre. Merci. Merci, monsieur le ministre. Ma question a trait à la Haute Cour de justice. Notamment, la première, c'est de savoir qu'est-ce que la contumace et deuxièmement, comment peut-elle être appliquée dans le cadre de la gestion des crises sociales et politiques consécutives à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et le coup d'État de septembre 2015. Merci. La contumace, c'est un terme juridique. Ça veut dire tout simplement pour que tous les citoyens puissent comprendre que lorsque vous commettez une infraction qui est qualifiée de crime, évidemment les crimes, ce sont les infractions qui peuvent donner lieu à des peines d'emprisonnement allant au-delà de 5 ans. Normalement, on vous convoque, vous venez répondre devant le juge, on instruit la procédure jusqu'à ce que vous soyez jugé. Mais il peut arriver que quelqu'un soit dans cette situation, on ouvre une enquête, une procédure contre lui, mais il n'est pas sur place. C'est le cas de l'ancien chef de l'État, c'est le cas de bien d'autres ministres. Mais ça n'empêche pas le juge de continuer sa procédure et d'aller à un jugement. Donc la contumace, c'est lorsqu'on juge quelqu'un pour des faits qualifiés de crime à son absence. C'est-à-dire, si vous voyez, bon, on dit par défaut quand c'est, par exemple, les procédures civiles ou bien là, mais quand c'est devant la cour d'assises ou bien devant il va être jugé par contumace, c'est-à-dire jugé en son absence, mais condamné. De sorte que s'il revient dans le pays, bon, la procédure peut reprendre pas, mais l'inconvénient, c'est qu'en ce moment, s'il reste au-delà d'un certain temps que je ne voudrais pas dire, la peine s'efface. Donc la contumace, c'est le fait de juger quelqu'un à son absence. Et dans le cas présent, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ancien chef de l'État et tous les ministres qui sont mis en accusation, même s'ils sont hors du pays, la procédure va se poursuivre et ils seront jugés. À partir du moment où ils seront reconnus coupables et condamnés, on pourra lancer maintenant des mandats d'arrêt contre eux pour qu'ils viennent répondre de leur peine. Et c'est dans combien de temps que cette peine pourra être effacée? Oui, j'ai dit que je n'allais pas revenir là-dessus, M. Gongo. Mais les téléspectateurs ont besoin de savoir. Non, il est bon qu'on garde ces éléments-là. C'est secret justice. Non, ce n'est pas secret justice. Il ne faut pas aussi donner... On sait qu'ils ont peut-être des avocats qui vont les dire, mais il ne faut pas dire déjà aux gens qu'ils ont la possibilité de rester dehors pendant tel temps pour effacer les peines.
Dans tous les cas, nous allons tout faire pour que ceux qui seront jugés puissent être appréhendés et exécuter leur peine si tel est le cas. Je crois que c'est ce qui intéresse les citoyens. Un auditeur, un téléspectateur donc au bout du fil, Aziz Anagabou, qui a une question pour vous. Je m'appelle Anagabou Aziz, j'appelle de Dédougou. Est-ce que l'indépendance de la justice n'a pas un effet négatif sur les dossiers de l'insurrection? Parce que, bon, à entendre parler le président du FASO, on sent qu'il a la volonté de faire la justice, mais, bon, étant donné qu'il n'a plus le pouvoir, les pouvoirs sont séparés, ça fait que, bon, actuellement, il ne peut plus rien faire. Est-ce que cette indépendance-là n'a pas un effet négatif sur la justice? Non, a priori, l'indépendance est une très bonne chose, parce qu'on a tous besoin d'avoir des juges indépendants pour qu'on ne sait jamais dans quelle situation on peut se retrouver. Parce qu'un juge indépendant, c'est celui qui n'obéit qu'à la loi, à la règle de droit. Donc ça veut dire que si le juge est indépendant, quelle que soit votre condition sociale, quelle que soit votre position politique, idéologique ou philosophique, vous pouvez avoir droit à un procès équitable. Maintenant, je l'ai dit, l'indépendance, c'est une question personnelle. Si l'indépendance est mal comprise par le juge, il peut être très dangereux. C'est pour cela, et je le répète, l'indépendance, ce n'est pas un privilège pour le juge. C'est un attribut du pouvoir judiciaire qui vise à protéger le citoyen. Et entendu comme tel, normalement, l'indépendance de la justice ne devrait pas avoir un effet négatif sur le jugement des dossiers de push. Mais encore une fois, tout dépendra de comment ceux qui seront chargés de connaître de ces dossiers useront de l'air indépendant. Dans tous les cas, la justice est organisée de telle sorte que il y a ce qu'on appelle le double degré de juridiction ou les questions de pouvoir qui peut permettre, lorsqu'on estime que le rendu de la justice tel qu'il est fait à un premier niveau n'est pas satisfaisant, qu'on puisse soit faire appel ou faire pourvoi pour demander à d'autres juges de pouvoir revenir sur la situation. Et je crois que l'un dans l'autre, nous avons bon espoir, et c'est notre souhait au niveau du gouvernement, que l'indépendance qui est concédée à la justice puisse être utilisée dans l'intérêt des citoyens. À vous entendre, Monsieur le ministre, c'est comme si l'indépendance, elle est réelle, mais c'est peut-être que les juges, jusqu'à présent, ne s'assument pas. Oui, vous savez, moi, personnellement, je pense que même ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est bien. Peut-être psychologiquement, ça libère. Mais des juges ont rendu des décisions en toute indépendance avant même qu'on ne soit dans cette situation. L'indépendance est une question personnelle, elle est dans la tête. Il y a des juges qui ont rendu des décisions, ou moi même sous l'Ancien Régime, ça pouvait entraîner votre mutation, mais ils l'ont fait. Bon, je laisse les gens juger, mais j'ai dit en tout cas, des juges ont rendu des décisions qui ont été appréciées par les populations. Peut-être ça leur a valu qu'ils partent, mais c'est ça aussi. Dans tous les cas, aucun magistrat ne fait le concours pour être ni procureur, ni président. Il fait le concours pour être magistrat. Et cette qualité, on ne peut pas la lui enlever parce qu'il a rendu une décision. Maintenant, si on est soucieux d'avoir tout le temps des postes, en ce moment, on se fait de l'autocensure. Et en ce moment, quel que soit le décret d'indépendance encadré par les textes, on va être toujours un juge qui ne s'assume pas. Votre impression aujourd'hui, c'est que les juges ne s'assument pas, c'est bien ça? Il y a beaucoup de magistrats qui ont vraiment la volonté de travailler. Mais, comme dans tout secteur, il y a des magistrats qui ne s'assument pas. Et n'oubliez pas que nous avons hérité de 27 ans de système qui avait ces juges, ça il faut le reconnaître. Aujourd'hui, nous avons besoin, si on a ce pouvoir-là, de remplacer beaucoup de gens qui sont dans des postes de responsabilité. Or, notre situation actuelle de reine d'Angleterre ne nous permet pas d'y arriver. C'est ça toute la difficulté. Parce qu'il y a des gens, tant qu'ils seront toujours à des postes, ça va être difficile parce que peut-être ils sont redevables à des milieux économiques ou à des milieux politiques et ils ne peuvent pas s'assumer. Malheureusement, la magistrature est telle que, c'est comme dans l'armée. Il y a des magistrats qui sont dominés par des puissances d'argent. Oui, ça c'est une réalité, on ne peut pas le nier, ça c'est une réalité. Les syndicats de magistrats, entre-temps, vous ont accusé d'être toujours dans cette vision de magistrat acquis aussi, parce que vous auriez dit que le président a le droit de choisir aussi les hommes avec qui il peut mieux travailler. Oui, vous me donnez l'occasion de revenir sur ça. Vous savez, on parle français ici. J'ai dit, pas en ce qui concerne le commissaire du gouvernement des tribunaux militaires, qui poursuit suivant ordre de poursuite d'autorisation du ministre de la Défense. J'ai dit, et je le répète, je n'ai jamais parlé de magistrat facile. J'ai parlé de quelqu'un avec qui il peut travailler facilement. Vous pouvez interroger les exégètes du français. Quelqu'un avec qui on peut travailler facilement n'est pas quelqu'un de facile. C'est du français. Quand j'ai dit que le chef de l'État veut nommer des gens avec qui il peut travailler facilement, c'est en termes de communication. Vous signez une décision pour quelqu'un poursuivre, il ne vous rend pas compte.
Il prend des gens sur votre dos, il ne vous rend pas compte de ça. Or, un magistrat facile, c'est un magistrat manipulable. C'est du français. Je défie quiconque de trouver une phrase où j'ai dit magistrat facile. J'ai dit des gens avec qui il peut travailler facilement, et en français, je crois que c'est clair. Un magistrat avec qui on peut travailler facilement n'est pas un magistrat facile. Parce qu'un magistrat facile, c'est celui qui est manipulable ou qui est acquis. Or, un magistrat avec qui on peut travailler facilement, vous pouvez dialoguer avec lui. Il peut ne pas être d'accord avec vous, mais il accepte de discuter avec vous et il rend compte à qui il doit rendre compte. Et puis, il faut remettre ça et replacer ça dans son contexte. Le commissaire du gouvernement, on veut aller bien pour changer les têtes sur les champs, mais en l'état actuel, le commissaire du gouvernement, il est nommé par le ministre de la Défense. Et pour même poursuivre devant le tribunal militaire, il faut l'autorisation du ministre de la Défense. Mais attendez, entre nous, soit on demande, et je suis d'accord, qu'on aille vers la modification de ça, je suis d'accord. Mais tant que ça reste, on ne peut pas dire, il va nommer un commissaire du gouvernement qui va poser des actes, il n'est pas au courant, alors que quand on interpelle, on dira, c'est lui qui l'a nommé, donc il est au courant. C'est tout ce que j'ai voulu dire, en répétant. J'ai parlé des juges avec qui il peut travailler facilement, ce qui est différent d'un juge facile. Et donc, je ne suis pas dans la lignée des magistrats qui, du reste, vous savez, ceux qui tiennent ces langages, la plupart des magistrats qui tiennent ces langages, c'est des gens, si vous reprenez leur histoire, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont même pas... Ils devraient avoir peut-être honte de parler aujourd'hui de l'indépendance, parce qu'ils ont été pendant longtemps les fossoyeurs de l'indépendance. Et si aujourd'hui ils parlent d'indépendance, et si, je ne parle pas des syndicats de magistrats, je parle de certains magistrats. Et que si vous prenez leur histoire, vous allez voir que peut-être c'est parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus à certains milliers au niveau de certains postes qui parlent. Mais sinon, moi... Vous pensez que c'est personnel, ces attaques? Vous savez, généralement, je ne me suis jamais posé la question pour ça. Mais je constate et je dis, moi, ça ne doit pas m'empêcher de travailler. Parce qu'en disant ce mot, je n'ai jamais parlé de magistrat acquis. Et j'ai vu que les gens écrivent dans la presse pour dire, après les magistrats acquis, les juges faciles. Je n'ai pas parlé du juge facile. Et d'ailleurs, je n'ai même pas parlé du juge. Parce que les juges, c'est différent. Le commissaire du gouvernement qui est du parquet. Et je le répète, parce que je veux que ce soit bien compris. Jusqu'à ce qu'un exégète du français me demande, quelqu'un avec qui on peut travailler facilement est différent de quelqu'un de facile. Et moi, j'ai parlé de quelqu'un avec qui on peut travailler facilement et non de juge facile. Alors, monsieur le ministre, il y a quand même une question. Est-ce que finalement, cette question de l'indépendance de la justice n'est pas un moyen pour l'exécutif, très souvent, de se dérober face aux questions judiciaires? Non, mais M. Gongo, l'exécutif s'assume. L'exécutif s'assume, les législatifs s'assument, que le pouvoir judiciaire s'assume. Vous ne pouvez pas être un pouvoir et vouloir pleurnicher, voilà, je ne sais pas, mais c'est ça. Soit c'est un pouvoir qui a tout son indépendance et qui s'assume, ce n'est pas une façon de se dérober. Voilà. Si nous avions la possibilité d'intervenir pour faire quoi que ce soit, nous le ferons, mais nous sommes souciés de l'indépendance. Et moi, pendant longtemps, je me suis battu pour ça. J'ai dit l'indépendance n'est pas une mauvaise chose. Et un avocat qui est là peut le confirmer. Maintenant, c'est la manière dont on l'utilise. Qu'est-ce qu'on en fait? Sinon, ce n'est pas une manière pour le pouvoir de se dérober. Parce que dans tous les cas, les textes actuels n'ont pas été faits par le régime actuel. Ça a été fait sur l'instigation de la société civile. Je crois qu'il y a des représentants de la société civile. Parce que ce sont les acquis de l'insurrection. Parce que si on en est arrivé à là, c'est parce qu'on estimait que la justice aussi ne jouait pas son rôle. Et elle ne jouait pas son rôle parce qu'on estimait qu'elle n'était pas indépendante. Donc l'indépendance n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, il faut s'assumer. Alors, au bien en attendant d'avoir donc des auditeurs, des téléspectateurs au bout du fil, on va peut-être passer la parole à ceux qui sont ici sur le plateau avec nous. Tout à fait. Avec notamment Basiratou Kindo sur ce plateau, qui a une question pour M. le ministre. Il doit avoir un micro quelque part, oui. Okay. Merci bien. Simon Gongo l'a souligné tout de suite. Ces derniers temps, on a assisté à des libérations provisoires des présumés inculpés de l'insurrection populaire et du coup d'État. Sur quelle base ces libérations sont faites? Et aussi, pendant que ces personnes bénéficient des libertés provisoires, ceux qui sont toujours détenus réclament justice, ils veulent être jugés. Je parle ici du général Djendjiri et sans doute de Djibril Bassolé. Pourquoi les jugements tardent? Alors, je vais vous dire, Madame Kindo, que même ceux qui sont libérés seront jugés. Parce que la liberté provisoire n'implique pas qu'il n'y a rien contre vous. Voilà. Donc, que ce soit ceux qui sont libérés ou ceux qui sont en détention pour le moment, si à la fin le juge estime qu'il y a des faits suffisamment établis, il va prendre son ordonnance, la procédure va suivre son cours. Alors, vous me demandez qu'est-ce qui a justifié? Vous savez, moi je ne connais pas le fond des dossiers. Si vous me demandez
les dossiers qu'on adopte en conseil des ministres, pourquoi on a adopté tel ou tel dossier, je pourrais vous le dire. Mais je ne suis pas dans les cabinets des juges d'instruction. Et là également, l'indépendance du pouvoir judiciaire fait que le ministre de la Justice que je suis ne connaît pas en réalité les dossiers. Je n'ai pas le droit, moi, de regarder les dossiers au fond. J'ai aussi appris comme vous, selon ce que les représentants du pouvoir judiciaire ont exprimé, c'est que c'est lié à des questions de santé ou à d'autres questions, mais je ne peux pas vous dire avec exactitude aujourd'hui qu'est-ce qui a fait qu'on a libéré ces gens-là, malheureusement parce que, en tant que représentant du pouvoir exécutif, je n'ai pas ces informations. C'est l'exécutif qui nomme le juge d'instruction dans le cas de la justice militaire. Monsieur Guébré, c'est comme vous, BF1, vous avez été recruté, mais vous ne partez pas chaque fois présenter vos écrits à votre... c'est quoi, c'est le directeur du BF1. Non. La nomination n'est pas un nom. Mais une fois que les juges sont nommés, ils ont l'air indépendants. Parce que l'indépendance, ce n'est pas dans la nomination. L'indépendance, c'est dans le pouvoir juridictionnel que le juge. C'est-à-dire au moment où le juge rend sa décision, il doit être à l'abri de toute pression. C'est ça. Mais sinon, sa nomination... Vous l'avez dit, la pression, c'est aussi vis-à-vis de l'opinion. Ah, de l'opinion, on a vu à l'époque, oui, quand le juge d'instruction délivrait des mandats de dépôt, on applaudissait. Maintenant qu'il y a des libertés provisoires, on constate que les gens sont contre. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis que l'indépendance, c'est vrai, elle peut faire mal. Et elle s'impose aussi autant. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est les autorités. On dit, bon, on fait ça. Alors qu'il y a la pression publique. Parce que dans tous les cas, les personnes qui sont détenues, je vous le répète, la détention n'est pas une sanction en soi. C'est-à-dire qu'on ne détient pas quelqu'un pour les sanctionner. C'est une mesure provisoire que le juge prend parce qu'il estime qu'elle est nécessaire pour pouvoir travailler. Mais si à un moment donné, il estime que ce n'est pas nécessaire, il va le faire. Et n'oubliez pas que nous sommes dans un état de droit où ces personnes ont le droit de prendre des avocats qui développent des arguments qui peuvent convaincre le juge à un moment donné de les libérer. Et c'est tout ça qui est bon pour l'état de droit. Parce que peut-être que quand on a interpellé ces gens, les gens ont applaudi. On les a libérés, ils n'applaudissent pas. Mais je crois que c'est bon que la justice travaille sans aucune considération, ni politique, ni syndicale, ni même en tenant compte de ce que l'opinion veut forcément. Parce que peut-être que quand vous êtes dehors et qu'on libère quelqu'un, ça vous fait mal. Demain, quand vous serez peut-être malheureusement dans cette situation, et que malgré des arguments probants que votre avocat va avancer, malgré une situation qui nécessite que vous ne soyez plus en détention et qu'on vous maintient, c'est peut-être en ce moment qu'on comprendra qu'il est bon. Je ne dis pas que toutes les libérations sont justifiées, parce que je comprends et je le dis, parce que nous sommes dans une situation particulière qui est une insurrection, où des gens ont perdu la vie, où c'est un coup d'État. C'est peut-être ça qui fait que le ressentiment est beaucoup plus fort. Vous-même, vous êtes concerné dans cette question. Oui, et je devrais avoir un gros ressentiment, mais je comprends peut-être parce que je suis technicien, je comprends qu'il peut arriver qu'il y ait ces libérations pour des raisons d'honneur ou d'autres, mais même si je ne les approuve pas, on en prend acte, parce que c'est ça aussi l'état de droit. Alors, vous êtes constitué partie civile dans le cadre du dossier de Putsch. Tout à fait. Alors, on va avancer dans cette émission. On va